Et donc, je vais céder la parole à Raphaël Jeanne Aubin-Broutet, qui est maître de conférence de droit privé à l'Université de Poitiers. Merci Tom. Je ne sais pas si on m'entend bien, si je pense. Merci aux organisateurs de cette journée, donc Tom et puis Claudia et Constance, de m'avoir donné l'opportunité de répondre à cette question. La collectivité territoriale est-elle un agriculteur comme les autres? Qui est une étrange question, et j'avoue bien volontiers que c'est moi qui l'ai suggérée. Et au moment de rédiger, je me suis dit, mais quelle drôle d'idée tu as eue. Donc à cette question, la collectivité territoriale est-elle un agriculteur comme les autres? On peut d'abord apporter une réponse qui ne soit pas juridique. Alors, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, politique, idéologique. C'est non. La collectivité territoriale qui fait le choix de la ferme publique, elle s'inscrit toujours dans une trajectoire de rupture avec le modèle agricole dominant. Donc elle va revendiquer à la fois tout à la fois son appartenance au monde agricole et en même temps sa différence. Elle est certes un agriculteur, mais parmi les autres, différent des autres. Alors à la question, la collectivité territoriale est-elle un agriculteur comme les autres? On peut aussi apporter une réponse juridique et je pense que c'est ça l'attente en ce qui me concerne. Alors une question préalable s'impose, c'est qu'est-ce qu'un agriculteur en droit? Et alors on a une première difficulté qui surgit immédiatement, c'est que le statut d'agriculteur n'existe pas. Il y a bien eu des tentatives de recensement, il y a eu le registre de l'agriculture, le registre des actifs agricoles qui a été supprimé par le registre national des entreprises. Et si on s'en tient au RNE, au statut actuel, si je puis dire, au registre actuel, doivent s'immatriculer les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature agricole. Et parmi les entreprises immatriculées, l'article L311-2 du Code rural distingue les actifs agricoles, qui sont des personnes physiques chefs d'exploitation à titre individuel ou alors en qualité de dirigeant d'une société. Donc là, je pourrais quasiment arrêter mon propos en disant si le gestionnaire d'une ferme publique est une entreprise immatriculée au RNE, il peut imaginer un EPIC par exemple, alors il est agriculteur. Mais il n'est pas actif agricole. Il n'est donc pas un agriculteur comme les autres, mais un agriculteur parmi d'autres. Sauf qu'en l'état actuel du droit, ce registre et cette mention d'actifs agricoles sont dépourvus de toute portée normative. La plupart des législations qui concernent les agriculteurs, elles utilisent comme critère opératoire la notion d'activité agricole. Donc, est juridiquement agriculteur celui qui exerce une activité agricole telle que définie par la loi. Et là, on a une seconde difficulté qui surgit. C'est qu'il n'existe pas une définition de l'activité agricole qui vaudrait pour l'ensemble des règles qui concernent les professionnels de l'agriculture, mais une pluralité de définitions selon le corpus qu'il s'agit d'appliquer. En droit rural stricto sensu, en droit social, en droit fiscal, en droit de l'urbanisme, en droit européen, là on a des définitions qui sont toutes différentes. On peut par exemple bénéficier du statut du fermage sans être affilié à la MSA, on peut être affilié à la MSA et ne pas avoir la qualité d'agriculteur actif et non pas d'actif agricole au sens du droit de la politique agricole commune. Donc même un agriculteur lambda, il peut être en fait agriculteur à géométrie variable. Si on ajoute à cela la grande diversité des projets qui a déjà été présenté hier, selon que la production est dédiée ou pas à l'approvisionnement des cantines, et surtout selon la diversité des modèles d'organisation juridique, SIC, EPIC, régie, l'opération de qualification, est-ce qu'on est en présence d'un agriculteur ou pas, ça devient un exercice diabolique. Et le titre, la collectivité agriculteur, m'invite à faire le tri entre ces différents modèles d'organisation juridique et à exclure de mon propos les situations dans lesquelles l'activité agricole est prise en charge par une entité distincte de la collectivité, dotée de la personnalité juridique. Donc, toutes celles-ci, je les exclurai, ainsi que les situations que l'on vient d'évoquer dans lesquelles la collectivité, elle se contente en fait de transférer, à titre gratuit ou onéreux, gratuit a priori j'ai cru comprendre que ce n'était pas possible, la jouissance de foncier public à un tiers pour qu'il y exerce une activité agricole de manière indépendante. Donc, mon étude, elle portera exclusivement sur les fermes publiques entendues comme celles exploitées en régie directe et dédiées
à un service public lié à l'alimentation, c'est-à-dire qui ne pratiquent pas en parallèle la mise en marché de leurs produits. Parce que là, l'analyse serait encore différente. Et donc, les conclusions qui seront les miennes ne vaudront que pour ce modèle-là et pas pour les autres. Alors, on va scinder la question en 2 sous-questions. Première sous-question, la collectivité est-elle juridiquement un agriculteur ? Alors, y répondre, c'est un enjeu, c'est déterminer le cadre juridique dans lequel s'inscrit la ferme publique locale et l'étendue de sa soumission à la législation agricole, à la législation des professionnels de l'agriculture. Alors, on constatera qu'en l'état du droit positif, la collectivité, gestionnaire d'une ferme publique en régie, elle échappe presque totalement à la législation agricole, sans grande surprise, me semble-t-il. Ce qui nous conduira à une seconde question, peut-être un petit peu plus prospective. La collectivité pourrait-elle être un agriculteur comme les autres ? Donc la collectivité est-elle, en l'état du droit positif, juridiquement un agriculteur ? À cette question, la réponse est parfois oui, le plus souvent non. Parfois oui à un domaine, en droit européen. En droit européen, pour la mise en œuvre de la politique agricole commune, l'activité agricole, elle désigne soit les activités d'élevage ou de culture des produits répertoriés à l'annexe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit la simple activité de maintien d'un potentiel de production par l'entretien de surfaces agricoles. Donc, quand bien même on considérerait qu'il n'y a pas d'élevage ou de culture faute de mise en marché des produits, eh bien, ma collectivité, elle exercerait toujours une activité agricole par l'entretien des terres affectées à la ferme publique. La collectivité, elle est en outre ce qu'on appelle un agriculteur actif. Parmi les agriculteurs au sens du droit européen, on a une sous-catégorie, les agriculteurs actifs qui sont éligibles aux aides économiques issues du FEAGA et du FEADER, des fonds européens. Cette notion d'agriculteur actif, elle avait été introduite en 2013 pour faire le tri entre les vrais et les faux agriculteurs, pour exclure celles et ceux dont l'objectif n'était que de façon marginale la production agricole. Et le système reposait à l'époque sur une liste négative de personnes exclues sur laquelle n'ont jamais figuré les collectivités. Aujourd'hui, la définition de l'agriculteur actif, retenue par la France pour la programmation actuelle, elle figure dans le Code rural, et elle mentionne expressément les personnes morales de droit public, dès lors qu'elles exercent une activité agricole au sens du droit européen. Donc mes collectivités gestionnaires d'une ferme publique en régie, elles sont éligibles aux ZPAC, je ne sais pas si elles les sollicitent, mais elles sont éligibles aux ZPAC comme tous les autres agriculteurs actifs. Mais ce droit européen, il forme une espèce d'isolat d'agrarité. Au-delà du droit européen, elles sont largement hors cadre agricole, elles ne sont pas des agriculteurs. En droit français, en droit national, il y a une galaxie de définition de l'activité agricole. Mais dans cette galaxie, il y en a une qui est centrale, c'est celle de l'article L311-1 du Code rural. Et cette définition, elle se présente comme un ensemble qui est formé de 3 blocs. Vous avez l'activité agricole par nature, par relation et par détermination de la loi. Activité agricole par nature. Le Code nous dit sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique. Donc la collectivité, dans le cadre d'une ferme publique, il n'y a aucun doute là-dessus, elle maîtrise le cycle biologique, ça, pas de doute. Mais l'exploite-t-elle ? Il ressort de la jurisprudence, même si ce n'est pas toujours parfaitement net, et de l'opinion doctrinale dominante que le mot « exploitation », il suppose des actes de mise en valeur et la présence d'un objectif de profit. La culture ou l'élevage exercés à titre de loisir ou pour l'autoconsommation ne constituent pas une activité agricole par nature. Alors vous me direz, la jurisprudence, elle admet que des associations qui sont des structures sans but lucratif peuvent exercer une activité agricole par nature. C'est vrai que vous avez des structures type ESAT ou structures d'insertion par l'activité économique qui vont utiliser comme support d'activité pour les personnes en situation de handicap ou en difficulté professionnelle l'activité agricole. Et pour celle-ci, la jurisprudence nous dit on est bien en présence d'une activité agricole par nature. Alors on pourrait raisonner par analogie.
puisque la personne morale de droit public n'a pas, elle non plus, de but lucratif. Sauf que les personnes morales les personnes morales de droit privé que j'ai évoquées, les ESAT, les SIAE, eh bien, elles s'inscrivent dans les marchés puisqu'elles développent une stratégie commerciale, elles vont générer du profit. Ce profit, simplement, il sera placé au service de leur objectif d'inclusion, d'insertion, voire de réinsertion. Là où dans les fermes en régie, au moins pour le modèle que j'ai choisi, eh bien les produits sont affectés à la satisfaction des besoins des usagers de la restauration collective. Donc mon activité, elle concourt à une mission de service public, elle n'a pas pour finalité d'augmenter les ressources de la collectivité, et puis les tarifs, du reste, ne pourraient pas excéder les coûts. Donc la situation, elle se rapproche davantage de l'autoconsommation qui est exclue de la sphère agricole, au moins pour l'activité agricole par nature. Mais les deux autres blocs, souvenez-vous, je vous ai dit que c'était 3 blocs, ne permettent pas de rattraper cette absence de caractère agricole, puisque pour avoir une activité agricole par relation, il faut qu'il y ait une activité agricole par nature. Et du côté des activités par détermination de la loi, qui correspondent à une liste d'activités réputées agricoles, eh bien, on ne trouve pas l'activité des régies, l'approvisionnement des cantines, pour faire simple. Quant aux autres définitions, définition française de l'activité agricole, malgré l'indépendance des législations, on constate quand même que toutes tendent à s'inspirer de l'activité agricole par nature au sens de l'article L311-1 du Code rural. Prenons l'exemple de la protection sociale. L'activité agricole, elle se définit de manière autonome. Ça, on le répète à nos étudiants, mais si vous prenez l'article L722-20 qui va énumérer les personnes salariées ou assimilées du régime agricole, elle renvoie à quoi ? À l'article L722-1 relatif au régime de protection sociale des non-salariés pour déterminer quelles sont les activités ou les structures employeurs. Et les activités ou structures employeurs, on y trouve mentionné les exploitations de culture ou d'élevage. Et comment la jurisprudence fait pour caractériser ces exploitations de culture ou d'élevage ? Eh bien, elle utilise L311-1, donc on tourne autour du pot. Alors, faute donc pour l'employeur, la collectivité, mais là, je dis peut-être une énormité en termes de droit de la fonction publique, faute pour l'employeur d'exercer une activité agricole par nature, le régime social agricole ne s'applique absolument pas aux fermiers agents contractuels et ne pourrait pas s'y appliquer. Donc, en l'état du droit positif, ma collectivité gestionnaire d'une ferme publique en régie, elle évolue largement hors cadre agricole, sauf pour le bénéfice des aides PAC. Mais là, j'ignore absolument si jamais une collectivité a déjà sollicité des aides de la politique agricole commune. Donc, j'en viens au second temps et une question un petit peu plus prospective. Pourrait-elle être un agriculteur comme les autres ? Alors, à nouveau, je vais subdiviser cette question en 2 sous-questions. La première, c'est comment, techniquement, juridiquement, on pourrait lui reconnaître une telle qualité ? Comment on pourrait l'estampiller agriculteur ? Et la deuxième question, c'est le jeu en vaut-il la chandelle ? Tout simplement une question d'opportunité. Est-ce que ça a du sens de se dire agriculteur ? Quel est l'intérêt ? Alors, la méthode d'abord. L'estampille agricole, elle pourrait résulter d'un assouplissement de la jurisprudence relative à l'article L311-1. On pourrait généraliser une décision du Conseil d'État qu'on cite toujours dans ce cadre-là, qui avait été rendue en matière fiscale exclusivement en juillet 2015. Le juge administratif considère qu'une activité d'expérimentation exercée par un organisme public dont la mission principale n'est pas la production constitue néanmoins une activité agricole dès lors qu'elle implique la maîtrise d'un cycle biologique. Donc il évacue complètement, le juge administratif, le critère de l'exploitation, en raison sans doute de son incompatibilité, de son impossibilité à être en présence ici d'un organisme public dédié à des activités d'expérimentation. Donc on pourrait sur ce modèle supprimer purement et simplement dire la jurisprudence n'en tient pas compte au regard de la nature particulière de ces personnes morales. On pourrait aussi, ce qui reviendrait au même, caractériser autrement le terme d'exploitation, l'exploitation, soit en considérant qu'il y a exploitation par la participation de la maîtrise du cycle biologique à la mise en œuvre d'une compétence de la collectivité, soit en considérant que le profit recherché peut être non pécuniaire, en l'occurrence l'avantage retiré par les usagers d'une production internalisée.
Alors une autre solution encore consisterait plus simplement à allonger la liste des activités par détermination de la loi, le législateur aime bien faire ça, et réputer agricole l'activité de production par la collectivité en vue de fournir la restauration collective ou un service public lié à l'alimentation. Mais dans les différents scénarios que je viens de dessiner, la qualification d'agriculteur, elle opère sans nuance pour l'application de toutes les règles qui mobilisent ou s'inspirent de l'article L311-1, une sorte de qualification balai un peu. Elle déclencherait donc l'application de toutes ces règles qui reposent sur L311, dans la mesure évidemment de leur compatibilité avec le régime juridique des collectivités, mais que ces collectivités subissent ou bénéficient de la législation agricole. Une autre technique plus fine consisterait à procéder finalement règle de droit par règle de droit pour constituer, imaginer une identité agricole sur mesure de la collectivité. Alors on pourrait raisonner par type de règle, partir de la disposition que l'on souhaite étendre et allonger la liste des personnes concernées, dire cette disposition est expressément applicable aux collectivités. Par exemple, on pourrait allonger la liste des personnes affiliées au régime de la protection sociale des salariés agricoles et mentionner les agents contractuels affectés à une ferme publique locale. On pourrait aussi, un cran au-dessus, imaginer introduire, que le législateur introduise, alors dans le code rural, pourquoi pas, dans la section consacrée à la politique alimentaire territoriale, éventuellement, ou dans le code général des collectivités territoriales, dans une section nouvelle, relative à une compétence nouvelle qu'on pourrait imaginer, un article qui établirait le périmètre de leur soumission à la législation agricole. Il le fait déjà pour un acteur particulier qui a été évoqué hier, qui est celui des ateliers technologiques ou des exploitations agricoles des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour cela, pour ces établissements qui sont des centres à vocation pédagogique et expérimentale et pas des centres de production, l'article L811-8 du Code rural nous dit que ces centres peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le Code général des impôts, le Code de la sécurité sociale et le livre 7 du Code rural, dont bénéficient les entreprises. Donc un rattachement qui serait exclusivement in favorem en matière pour les fermes publiques. Alors la question est la suivante, le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce que même un régime exclusivement in favorem, ça aurait du sens pour la ferme publique ? Alors au vrai, il me semble que sa situation juridique serait assez largement inchangée. Assez largement inchangée parce que, qu'elle soit agricultrice ou qu'elle ne le soit pas aux yeux du droit, ma collectivité, dès lors qu'elle produit des denrées, qu'elle utilise des ressources et des espaces naturels, elle est déjà soumise aux règles relatives aux produits, aux ressources et aux espaces pour lesquels la qualité des opérateurs ne compte pas et qui sont déclenchées simplement par les pratiques mises en œuvre. Parce qu'elle est utilisatrice des ressources naturelles, toutes les législations environnementales, eau, ICPE, déchets, biodiversité, pesticides, trouvent déjà à s'appliquer à la ferme publique. Comme elle est productrice de denrées, les dispositions relatives à la qualité et à la sécurité des produits, elles s'appliquent déjà. Donc tout ce pan-là, ça ne changerait rien pour elle. Elle resterait en outre soumise aux contraintes propres à sa nature. Ça ne changerait pas. Tout ce qui est domanialité, tout ce qui est commande publique, on ne pourrait pas le supprimer. Et puis, il y a des pans entiers du droit rural qui seraient sans objet la concernant. Le droit rural, il a été pensé pour des chefs d'exploitation personnes physiques. Donc toutes les dispositions du droit rural qui concernent exclusivement le chef d'exploitation personne physique et sa famille, à l'évidence, elles ne concerneraient pas l'agriculteur ferme publique. L'ensemble des règles qui concernent les sociétés, par exemple le contrôle des prises, le contrôle des prises de contrôle administratif, et plus largement toutes les règles qui vont concerner les entreprises, personnes morales de droit privé, mise en œuvre du règlement amiable, redressement, liquidation judiciaire, tout ça, ce serait de toutes les manières sans objet s'agissant de la ferme publique. Dans la mesure où, dans mon scénario, il n'y a pas de mise en marché, eh bien, tout ce qui est droit de la concurrence, droit de la distribution des produits agricoles, pareil, ça ne s'appliquerait pas.
Alors que reste-t-il alors ? Peut-être voir du côté de la fiscalité, de la protection sociale. Moi, je suis allée regarder ailleurs. Côté ordre public de protection, pourrait-elle bénéficier du statut du fermage ? Une question peut-être un peu iconoclaste, mais aujourd'hui, c'est impossible, faute pour elle d'exercer une activité agricole par nature. Donc, le raisonnement s'arrête là. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas prendre à bail et que non plus, en qualité de bailleresse sur son domaine privé, elle ne peut pas exercer le droit de reprise. Elle ne peut pas exercer le droit de reprise, alors elle a d'autres outils puisqu'elle peut s'opposer au renouvellement dans les conditions de l'article L415-11 qui concerne le bailleur personne morale de droit public, et elle peut dire je vais récupérer le bien pour l'utiliser directement et en dehors de toute aliénation à une fin d'intérêt général. Est-ce qu'elle serait mieux lotie si, d'aventure, on admettait qu'elle exerce une activité agricole et qu'elle puisse prendre à bail ? Alors, pour exercer le droit de reprise, on va partir de là, le bailleur personne morale, il doit avoir un objet agricole. La Cour de cassation, elle a jugé qu'un établissement public hospitalier ne pouvait, quand bien même il exercerait une activité agricole annexe, être regardé comme ayant un objet agricole, puisqu'aucune des missions légales ne correspond à cela. Sauf que, alors, on pourrait raisonner par analogie avec les collectivités, sauf que le principe de spécialité ne va pas concerner les collectivités et la clause de compétence générale permettrait de rattraper en fait sans doute cette absence d'objet. Le Code rural impose également, pour pouvoir exercer le droit de reprise, que l'exploitation soit personnelle. Que l'exploitation soit personnellement assurée, en plus par un ou plusieurs membres détenant des parts sociales. Alors là, à l'évidence, ma collectivité, elle ne peut pas satisfaire ces conditions. Sauf que, là encore, l'obstacle, il n'est pas indépassable, parce qu'il a déjà été dépassé par la Cour de cassation. S'agissant d'une ADAPI, alors c'est un vieil arrêt, mais on avait une ADAPI qui avait reçu, par voie testamentaire, une propriété rurale à fermer, et elle voulait donner congé pour reprendre sous forme d'un centre d'aide par le travail. Et la Cour de cassation a dit pas de problème pour pouvoir reprendre ce bien, ce droit peut être exercé, y compris par une personne morale qui n'a pas de capital, peu importe qu'il n'existe pas de membre détenteur de parts sociales. Et sur l'obligation d'exploitation personnelle, la jurisprudence est allée plus loin en disant mais il n'y a pas de souci, en fait, cette exploitation personnelle sera réalisée par des travailleurs en situation de handicap, encadrés par des éducateurs. Donc l'obligation d'exploitation personnelle, qu'on présente souvent comme étant un obstacle au fait qu'une personne morale qu'une collectivité puisse prendre à bail, il est levé ici par la Cour de cassation qui considère que dans ces cas particuliers, au regard de la particularité de la personne morale, on va adapter l'obligation d'exploitation personnelle. Et donc on pourrait imaginer, j'ai quasiment fini, on pourrait imaginer que ma collectivité puisse exploiter personnellement. Côté ordre public de direction, on peut se poser la question de sa soumission au contrôle des structures. Est-ce que la collectivité est soumise au contrôle des structures ? Alors pour l'heure, là encore, faute d'exercer une activité agricole, il n'y a pas de soumission au contrôle des structures. Si on admettait qu'elle exerce une activité agricole, là, elle y serait soumise. Elle y serait soumise dans la mesure où le contrôle, il s'applique à l'ensemble des unités de production, quel qu'en soit le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique. Et mes établissements de santé ou même mes lycées agricoles, ils vont demander l'autorisation au titre du contrôle des structures. Et en plus, ma collectivité, comme elle n'a pas d'associé exploitant, elle serait automatiquement soumise au régime d'autorisation préalable. Donc toute velléité d'agrandissement, de réunion d'installation, boum, ça déclencherait la nécessité d'en passer par une autorisation administrative. Alors vous me direz, oui, mais au regard du projet singulier, elle serait prioritaire en cas de demande concurrente. Si on regarde les différents schémas directeurs régionaux, aucun ne mentionne la ferme publique à ma connaissance. Mais vous avez des modèles un peu originaux qui sont mentionnés par certains SDREA et qui sont tous les établissements de recherche, d'enseignement, insertion à caractère agronomique, économique, social et environnemental, donc un peu des exploitations d'un autre genre, sont mentionnés par deux SDREA. Les SDREA Bretagne,
qui prévoit une priorité pour ces établissements-là, du fait de leur rôle important dans la formation des agriculteurs, le développement agricole et l'insertion sociale. Et vous en avez un autre, le SDRA Nouvelle-Aquitaine, qui prévoit exactement la même disposition, c'est la même phrase, copier-coller, sauf que, il dit, sauf si ça remet en cause un projet d'installation, sous-entendu, d'un véritable agriculteur. Donc au global, et j'ai pratiquement fini, la reconnaissance de la qualité d'agriculteur, en fait, elle entraînerait pour la collectivité une stratification des contraintes. Et pour une plus-value qui ne me paraît pas, il faudrait sans doute creuser, mais l'intérêt ne me paraît pas énorme. Alors on serait tenté de privilégier une soumission partielle à la législation agricole sur le modèle de ces centres pédagogiques et d'expérimentation, mais ces centres-là ne soulèvent aucune opposition. Le fait qu'ils aient un régime de faveur ne soulève aucune opposition de la part de l'autre monde agricole parce qu'ils sont à son service. En revanche, imaginez un régime juridique exclusivement in favorem propre aux collectivités, là, il y a quand même un sentiment de compétition qui peut s'exprimer ça ou là pour l'accès aux terres, aux aides, etc. Et je ne suis pas certaine que ce serait une voie qui ne crisperait pas les autres acteurs du monde agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention et je vais céder tout de suite la parole aux questions, s'il y en a. Ah oui. Et j'ai trouvé, j'attends que le temps que le propos arrive, j'ai trouvé très intéressant ce que vous disiez sur le droit de reprise. Je pense que ça fait aussi un peu écho aux modèles différents qui sont proposés, notamment dans le cadre de Terre de Liens, et là sur la mise à disposition de terrains publics à un fermier, et donc la possibilité après pour la collectivité de récupérer. Ouais. Juste pour témoigner que la ville de Montsartou a effectivement essayé de solliciter les aides de la BAC pour la base de la définition d'agriculture active, qui sont bien les collectivités territoriales, tout à fois les services de l'État ont répondu, et la BAC n'hésite pas. Oui, c'est ça. Débrouillez-vous pour vous faire attribuer un numéro au package et on en reparle après. Mais ils n'ont pas saisi le juge. Non. Je crois que la vanne en a bénéficié. Ouais. Merci. En complément, comme on a parlé hier de la ville de Toulouse qui avait une grande surface agricole, j'ai été voir sur le registre des aides PAC et la ville a perçu un peu plus de 300 000 € d'aides PAC, mais pour des aides à l'investissement. Donc je ne sais pas si elle a demandé les aides au niveau de la surface. Merci. Sur le jeu qui en vaut la chandelle, en fait, je pense que c'est plus sur effectivement la reconnaissance d'être effectivement agriculteur pour les personnes qui travaillent la terre dans les fermes publiques, quoi. C'est-à-dire que le fait que la collectivité y gagne ou pas d'un point de vue juridique me paraît stratégiquement intéressant à explorer. Mais je pense que les salariés de la ferme publique ne sont pas reconnus comme agriculteurs, comme agricultrices. Et c'est un des points d'opposition qu'on peut avoir avec des hautes instances au national des chambres d'agriculture, par exemple, qui vont dire « mais laissez ça aux agriculteurs ». Laissez le fait de pouvoir exploiter la terre à des agriculteurs. Là où, en fait, les gens qui travaillent effectivement la terre au quotidien pour produire des légumes sont de fait des agriculteurs. Donc il y a un enjeu, je pense, peut-être déjà un peu moral en un sens, de signification, d'admettre que ces gens-là sont effectivement des agriculteurs, et puis effectivement la possibilité de cotiser à la MSA pour ces salariés-là, parce que les aides PAC ne sont pas si intéressantes pour des petites exploitations de maraîchage d'1 ou 3 hectares dans tous les cas, et à la limite ce serait plutôt sur des aides à l'installation ou pour l'équipement, effectivement acheter un tracteur
la collectivité va acheter un tracteur, mais sans bénéficier de ces aides-là, ce qui est un peu dommage quand il y en a qui sont accessibles. Donc là, effectivement, c'est un des travails du réseau de rendre éligibles, on va dire, les collectivités à des appels à projets. Typiquement, maintenant, les FEADER et tout ça, il n'y a pas de souci dans un certain nombre de contextes. Mais oui, je pense que le jeu envoie la chandelle, en fait, à l'échelle vraiment des personnes qui travaillent, quoi, plutôt qu'à l'échelle de la collectivité en tant que telle qui les emploie, paradoxalement. Alors, cette question-là, elle n'est pas propre aux collectivités, aux salariés agricoles des collectivités, aux agriculteurs. Mais elle se pose pour toutes les nouvelles formes d'installation où vous avez aujourd'hui des nouveaux entrants qui revendiquent une autre façon de travailler la terre, et notamment en scope avec des statuts d'associés salariés qui sont des statuts un peu hybrides, qui en effet aujourd'hui ne sont pas reconnus comme étant chefs d'exploitation. Eux se ressentent comme tels et souhaiteraient être reconnus comme tels. Donc cette évolution, je ne sais pas si elle est souhaitable ou pas, ça j'ai pas d'opinion là-dessus, mais elle n'est pas propre aux agriculteurs qui travaillent sur les fermes publiques en régie. Elle correspond vraiment à une évolution du rapport au travail. À ce titre, du coup, si on sort effectivement des régies, la forme SCIC est intéressante parce que typiquement les ferrages que j'ai présentés hier, ils ont créé un établissement secondaire en fait dans leur SCIC et ils bénéficient du coup du statut d'agriculteur et donc les maraîchères qui sont salariés, enfin qui étaient salariés parce qu'ils ont encore évolué l'expérimentation ne s'arrête jamais, mais en tout cas cotiser à la MSA et bénéficier des aides. Donc dans le format société coopérative d'intérêt collectif, ça avait fonctionné dans ce cas très précis, mais parce que aussi dans les membres de cette SIC, il y avait des anciens d'établissements agricoles qui connaissaient bien et qui ont défendu le projet, quoi. Je vous remercie. Je vous propose de continuer ces échanges autour